Professeur Gilles Pialou, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. On s'appelle par nos prénoms parce que ça fait quoi? Ça fait depuis le début du confinement, c'est la 4e fois que vous venez. Oui, puis on a des origines régionales communes. On a des origines régionales communes. Vous êtes chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon à Paris, je le rappelle. Et j'aime vous recevoir parce que vous êtes toujours précis et vous dites clairement les choses. Alors justement, regardons d'abord les chiffres pour analyser la situation. Baisse des morts. En France, oui, lente, baisse des personnes admises en réanimation, là aussi, assez lente. Ça vous inquiète ou pas? Ça veut dire quoi? Bien, oui, on a plusieurs facteurs d'inquiétude. On est impatient ou pas? Ah non, moi je suis pas du tout impatient. Je pense qu'il faut viser beaucoup plus loin que le 11 mai. Pour nous, le 11 mai, c'est une date politique. Elle nous inquiète, bien sûr. On n'est plus en discussion d'une deuxième vague. On est en discussion de vagues successives. On réfléchit à un modèle qui fait rentrer dans l'hôpital les gens qui ne sont pas Covid et qui ont disparu des écrans radars. Ils sont pas dans les médecines de ville, ils sont pas à l'hôpital. Donc il faut qu'ils rentrent et on sait que les autres sortiront, mais ne sortiront pas tous. Donc on va, contrairement à ce que certains annoncent, on va vivre avec ce coronavirus. Je sais pas, je ne peux pas faire de prévision, mais j'imagine que jusqu'à la fin de l'année, on aura des cas. C'est le professeur Raoult qui dit dans un mois l'épidémie aura disparu. Voilà, on va passer à d'autres questions alors. Oui, on va passer à d'autres questions. Vous n'y croyez pas? Non, mais simplement. Non, mais c'est pas. Vous n'y croyez pas? Est-ce que c'est raisonnable de dire dans un mois l'épidémie a disparu? Il n'y a aucune modélisation qui permet de dire de ça. Premièrement. Deuxièmement, il y a quand même des facteurs d'inquiétude sur le déconfinement. On parlera du confinement, parce qu'il faudra dire quand même aux Français qu'on a la preuve, avec le travail de Santé publique France, de l'Institut Pasteur, de l'INSERM, on a la preuve que le confinement, ça marche très bien. Oui. Donc ça veut dire aussi qu'à l'inverse, le déconfinement peut avoir un effet élastique. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. On y reviendra si on a le temps. Donc on se méfie de l'effet élastique. Et puis vous voyez, quand vous prenez le périphérique de Paris aujourd'hui, mais c'est presque comme un samedi, quoi. Donc il y a un Ça vous a surpris ce matin? Ah oui, là, franchement, j'en discutais avec le chauffeur de taxi, on est halluciné parce que finalement le 11 mai c'est déjà une date un peu fictive, on a dit que ça serait progressivement et puis on voit bien que les Français ont commencé ce déconfinement. Alors que je le répète, le confinement marche, le reconfinement marche. Je vais prendre qu'un seul chiffre. Oui. Avant le début de l'épidémie, vous savez, ce fameux R0, vous savez combien une personne contaminée, il y a le travail de Santé publique France, entre autres, montre, et Pasteur et l'INSERM montrent qu'on était autour de 3,5. C'est-à-dire, en gros, 3 ou 4 personnes étaient contaminées par rapport à une personne. Oui. Le chiffre actuel en France, il est de 0,5. C'est-à-dire qu'en fait, en national, on contrôle par le confinement et puis par les mesures barrières et puis etc. On contrôle l'épidémie. Il y a des régions où ça se contrôle encore mieux. Paradoxalement, peut-être les régions comme le Haut-Rhin qui ont été très touchées contrôlent mieux. En Île-de-France, c'est plus compliqué. Mais vous comprenez bien que on peut très bien faire le scénario à l'inverse. C'est-à-dire que on va déconfiner, les gens vont se déconfiner n'importe comment, vont pas respecter les règles. Mais alors certains disent justement, Gilles Pialou, certains disent, il faut déconfiner plus vite que prévu. Pourquoi? Parce que ça va permettre à l'épidémie de se répandre dans la population et ça va permettre une immunité collective, la fameuse immunité collective. Jean-Jacques, vous savez qu'il y a des choses sur lesquelles on peut se tromper, il y a des choses sur lesquelles on peut être sûr. Oui. La probabilité, alors on verra, je suis dans le bêtisier, mais la probabilité qu'il y ait une épidémie de troupeau, là, collective, elle est proche de zéro. On part. L'immunité collective, vous n'y croyez pas? Mais c'est impossible. On part de 5,7%. Comment voulez-vous qu'en déconfinant les gens, on va passer de 5,7% à 60-70%, comme l'avait annoncé Madame Merkel, comme de la population française. Ouais. C'est quasiment impossible. Infectés ou touchés par le virus. C'est quasiment impossible. Il faudra enfermer tous les Français ensemble pendant des mois dans un. C'est impossible. C'est impossible. On aura une épidémie on aura effectivement une prévalence qui va monter, mais qui ne permettra pas de protéger le plus grand nombre. Donc, il faudra effectivement protéger. Vous la sentez, cette impatience monter chez les Français, cette impatience? Mais évidemment qu'on la comprend, comprend, mais il faut comprendre aussi que les chiffres qu'on vous montre de réanimation sont déjà des chiffres qui baissent avec un plateau lent, mais ils sont surréalistes par rapport à où on était avant décembre. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que on avait de l'eau jusque-là, on a eu vraiment peur de se retrouver en Lombardie, et ça a baissé un petit peu. Et vous comprenez que les gens sont extrêmement prudents. Chaque fois, je donne un chiffre concret. Notre réanimation, c'était 20 places à Tenon. 20 places avant la crise. On est monté à 42. Effectivement, maintenant, on a 4-5 lits de libre. Mais vous voyez qu'on est très loin du retour à la normale.
très loin du retour à la normale. Oui. Et en plus, il faudra que des malades qui ne sont pas Covid. C'est ce qui se dit à l'hôpital. Attention, ne commençons pas ce déconfinement avant le 11 mai. Nous, on a deux problèmes. Vous avez peur de ça? On a le poids du déconfinement. Oui. Alors, un seul exemple. Regardez ce qui se passe à Singapour. Vous avez regardé ce qui se passe à Singapour? C'est hallucinant. Mais certains disent qu'il n'y a pas eu de première vague à Singapour. Mais ils ont contrôlé très vite. Ils ont dépisté quasiment tout le monde. Ils ont confiné. C'était très contraint le confinement. Oui. Ils ont testé et mis de côté les gens qui étaient positifs à Singapour. Voilà. Et tout d'un coup, ils ont une deuxième vague qui est hallucinante. Ils ont eu 1500 cas en une journée pour un pays, un tout petit pays qui fait moins de 7 millions d'habitants. C'est comme si nous, on avait 15 000 ou 20 000 cas dans la journée. Donc on est très prudent sur les modélisations et très prudent sur le déconfinement. Oui, mais certains affirment que la crise économique, vous l'entendez ça, notamment beaucoup d'analystes libéraux, d'économistes libéraux et d'autres politiques aussi, qui affirment que la crise économique risque d'être plus meurtrière que la crise sanitaire. Que leur dites-vous? Mais j'ai déjà eu ces débats avec des économistes sur d'autres chaînes. C'est compliqué parce que il y a des décisions politiques qui doivent tenir compte de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on est en tant que soignants, on voit un aspect qui est celui du soin et de la prise en charge et qui est pas une perte de chance pour les autres malades. Évidemment, tout ça s'intègre dans un projet de société. Et je comprends qu'on déconfine. La seule chose, c'est que vous avez compris quand vous regardez la carte du monde de comment personne n'a la recette pour déconfiner. Donc, faisons une méthode. Faisons une méthode qui soit très expliquée aux Français et on attend beaucoup du programme, qui soit très détaillé, avec qui fait quoi, qui ne va pas voir qui, comment on suit les personnes qui sont séronégatives, donc qui n'ont pas été protégées, qui sont l'immense majorité des Français, et puis comment on prend en charge ceux qui vont s'infecter nouvellement jusqu'à, je sais pas, peut-être jusqu'à la fin de l'année ou peut-être même plus encore. Donc il faut préparer les Français à ça et préparer à des vagues successives qui vont être très compliquées si elles sont à la hauteur de la première. Il faut que tout soit extrêmement clair. Certains disent aussi, en fait, le confinement a été mis en place pour éviter que les hôpitaux soient débordés. Mais c'est pour ça que le confinement a été mis en place. Bien sûr. Ou est-ce que c'était pour ça, ou est-ce que c'était vraiment pour freiner l'épidémie? Mais les deux. Les deux en même temps, conjugués. Les deux, bien sûr. Mais vous avez compris que la réanimation, c'est le plafond de verre. C'est-à-dire que si vous saturez une réanimation, on se retrouve avec ces images qu'on a vues en Espagne, qu'on a vues à Bergame, de gens qui devaient aller en réanimation et qui décèdent sur des brancards. On n'a pas voulu vivre ça. Et le système, parce qu'il faudra aussi témoigner, parce que ça va être la lalie à la fin politique. On va dire, ah oui, les responsabilités. Je comprends, ça va être l'énervement. Mais il faudra témoigner. J'ai vu sur cette antenne, hier, Martin Hirsch, je sais pas parce que c'est mon directeur que j'en dis du bien, mais c'était un témoignage. Il va falloir témoigner aussi de ce qui a été, ce qu'on a vécu, l'extraordinaire solidarité qu'on vit, et qui n'est pas du tout finie, et qui ne sera pas terminée au 11 mai. Il faudra aussi témoigner de ça, et que ça soit pas que la foire d'emploi, on aurait dû faire comme ci, on aurait dû faire comme ça. Tout le monde s'est trompé. Mais ça va être ça, Gilles Pialou. Je compte sur vous pour aussi qu'on fasse venir des infirmières de réanimation qui ont bossé 36 heures. Enfin, et voyez ce que je veux dire, il y a aussi quelque chose de très positif dans cette crise horrible qu'on traverse. Et j'ai peur un peu qu'on oublie ça. Vous voyez et qu'aujourd'hui, à travers nos comportements, on risque une deuxième vague. On risque une deuxième vague ou des vagues successives. On risque vraiment une deuxième vague. Oui. Je vous l'ai dit, moi, je pense qu'il y a une possibilité de syndrome élastique. C'est-à-dire qu'on a diminué le R0 à 0,5, donc on contrôle l'épidémie, et probablement dans des régions plus que d'autres. Et puis il y a des régions qui ont été peu impactées. Et c'est peut-être là où va se passer le plus de choses, parce que les gens qui n'ont pas été impactés, dans le Haut-Rhin, ils vont faire attention. En Ile-de-France, ils vont faire attention. L'Ile-de-France, c'est à part. Mais peut-être que dans les Pays de Loire, ils ont été moins concernés, ils auront moins de comportements barrières. L'une des solutions pour réussir le déconfinement, ce sont les tests et les masques. On est bien d'accord. Alors, il y aura. Il peut y avoir de programmes. Il y a le comportement d'abord. Mais il y a le comportement. Mais il y a tout. Il y a le comportement. Donc les mesures barrières, à réapprendre, à adapter au déconfinement, à adapter à l'école. On l'a vu. J'ai vu le programme scolaire, ça a du sens. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs?
Moi, j'en ai 2 qui vont rentrer, donc j'ai suivi ça d'assez près. Je pense qu'effectivement... Et vous les faites rentrer sans inquiétude? Mais moi, on peut pas... On est obligé de faire confiance. Je veux dire, oui, j'ai confiance. On va suivre tout ça. Il faut effectivement qu'il y ait des mesures adaptées, des classes à 15, des sièges. Il faut aussi des trucs de base. Je veux dire, vous savez très bien que dans les écoles publiques, il n'y avait même pas de savon dans la plupart du temps. Donc on va effectivement monter la barre un peu des écoles. Je pense aussi qu'il y a une médecine scolaire qui va être un peu peut-être à aider, parce que la médecine scolaire était sinistrée avant la crise. Donc là aussi, il y aura un boulot. Oui, moi je fais plutôt confiance. Protocole sanitaire évidemment obligatoire. Port de masque obligatoire dans les écoles. Il faut protéger les soignants qui ont des facteurs de risque, parce qu'il y a des soignants qui peuvent être aussi greffés rénaux, immunodéprimés, vous voyez ce que je veux dire, obèses. Enfin bon, il faut aussi protéger les soignants. Alors peut-être qu'eux, ils seront en télétravail. Je crois que tout ça a déjà été prévu. Mais on va surveiller ça. Les enseignants. Mon idée, c'est que toutes les mesures qui vont être prises, il faut regarder 15 jours à 3 semaines avec les épidémiologistes, avec les modélisateurs, comment ça impacte sur le soin. Et on recommence 15 jours à 3 semaines. Et après, on fait le point comme ça. Vous voyez, comme ça. C'est pas une question de vague, c'est une question qu'il faudra faire point régulier. Par étape, avec des points réguliers, avec tous les professionnels de la santé, évidemment. Y compris ceux de la société civile, parce qu'ils ont aussi leur mot à dire. Alors je reviens, j'ai regardé cette étude très intéressante de l'Institut Pasteur, hein, vous l'avez vu, c'est celle-là dont je vous parlais. Celle-là dont vous parliez. Alors je voyais que les hommes, 50% de risque en plus par rapport aux femmes. Hein. C'est une confirmation de ce que vous nous disiez. Et de ce qu'on voit. Et de ce que vous voyez sur le terrain. Oui. Comment ça se passe d'ailleurs sur le terrain aujourd'hui? Est-ce que les patients qui arrivent à l'hôpital, dans votre hôpital, sont différents de ceux du début ou pas? C'est les mêmes populations? Non, là, on a un petit retour aux urgences des patients qui ne sont pas Covid. Donc c'est un bon signal. Il faut dire aux gens aussi que on prend en charge toutes ces personnes-là. Il y a des zones pour ça, il y a des zones Covid négatives. Et puis nous, à l'hôpital, notre problème, c'est ce qu'on appelle la décovidisation, c'est-à-dire de fermer des unités qui étaient Covid petit à petit, pas trop vite à cause des vagues dont vous parlez, et puis d'ouvrir à tous ceux qui ont attendu le soin pendant tous ces mois-là. Parce que finalement, n'ont été prises en charge que les urgences, et encore pas toutes les urgences. Donc il y a beaucoup de malades qui sont en attente. Alors j'ai entendu aussi certains dire 0,5% des personnes infectées meurent. C'est ce que dit l'Institut Pasteur, 0,5%. Certains disent finalement c'est assez peu. Cette épidémie, oui, avec un peu de cynisme parfois. Oui, et puis ce sont les personnes les plus âgées qui sont touchées. 13% de décès chez les plus de 80 ans. Oui. Dans la même étude. Oui, dans la même étude, effectivement. Et donc, donc c'est une épidémie comme une autre. Ce n'est pas une épidémie comme une autre. Non, mais vous l'avez entendu, je l'ai lu. Non, mais vous avez entendu le directeur général de la santé. C'est plus de surmortalité que la canicule. C'est plus de surmortalité que toutes les épidémies de grippe qu'on a vécues récemment. Voilà, je veux bien qu'on veuille toujours diminuer, revenir. Voilà, on est très très loin de la grippounette, très très loin. On est très très loin de la grippounette. Et surtout, on n'a pas fini. Et on n'a pas fini, Gilles Pialot. Ça, c'est votre première inquiétude. Oui, c'est une inquiétude. On n'a pas fini avec la chaleur, on n'a pas fini avec la chaleur, on n'a pas fini avec le saisonnier, on n'a pas fini avec la circulation du virus qui continue de circuler. Regardez, il y a aussi en Chine, par exemple, mais c'est compliqué d'interpréter les chiffres de Chine. Hein. Oui. Et puis vous avez plein de pays qui sont très impactés là en ce moment. La Belgique, les États-Unis, c'est hallucinant. Oui. Et c'est dommage qu'on puisse pas demander des images, mais il y a un site qui modélise les épidémies. Tous les pays ont la même cinétique. Tous les pays. Après, effectivement, ils en bougent. Il y en a qui baissent. Bon, il n'y a que la Chine qui est comme ça. Franchement, on n'y croit pas. Mais tous les pays ont eu la même histoire, décalée dans le temps, à un niveau à peu près équivalent. Donc, effectivement, il y a une inquiétude internationale très forte. Très forte. Est-ce que vous ne manquez de rien à l'hôpital aujourd'hui? Si, on manque. Toujours de quoi? On sait toujours la même histoire. Actuellement, c'est dommage que je puisse pas vous montrer les images, mais on est habillés. Les gens sont protégés, mais sont protégés avec du matériel de plan B ou de plan C. Hein. Donc avec des ponchos, on manque de surblouses, on manque de casaques. Toujours. Alors on a remplacé par et puis c'est une tension. Alors quand on m'explique ça, c'est que c'est une tension évidemment qui concerne pas que Paris, c'est une tension nationale. Et quand on demande au national, on nous explique que c'est une tension internationale. Donc j'entends. Mais c'est vrai que les soignants ont du mal quand même. Parce que les patients Covid de maintenant, ils sont toujours là. Il y en a moins. Il y en a un peu moins dans les services, un peu moins dans les réanimations, mais ils sont toujours là. Et les médicaments utilisés en réanimation?
Vous êtes toujours inquiet ou... Il y a eu des tensions, et il y a des tensions sur certains anesthésiques. Ça va mieux ou pas ? Ça va mieux parce que c'est importé, parce qu'il y a du générique, ça va mieux. Je dirais que la tension la plus forte est sur les matériels de prévention. Alors les masques, la population s'interroge sur les masques. Est-ce qu'il va falloir rendre obligatoire le port du masque ou pas ? Quelle est votre position? C'est très difficile comme question. Non, c'est pas une question difficile, c'est une question à laquelle... On peut pas répondre? Si, mais on répond par le fait qu'on gère la pénurie. Si des masques on avait partout, on se poserait pas la question. Donc voilà. Si on avait des masques partout, tout le monde porterait un masque. Tout le monde qui est dans une situation de non-distanciation ou de risque. Par exemple, on peut pas imaginer qu'on va prendre les transports en commun sans masque. Je prends un exemple qu'on montre pas à la télévision. J'ai un médecin qui était l'un de mes internes qui vit à Varsovie, qui est gynécologue à Varsovie. Il m'envoie toutes les images. Oui. Je dis pas que la Pologne fait très bien et qu'ils ont été très impactés, mais on voit que finalement ils ont ouvert les églises. Dans les églises, c'est un exemple. Vous avez une personne tous les 3 mètres. Vous avez des solutions hydroalcooliques à l'entrée. On peut mettre des masques. Enfin, je veux dire, il y a des solutions. Transport en commun, 100% de personnes sont avec des masques. Donc il y a d'autres endroits du monde où on fait ça. Donc je crois qu'il y a une possibilité. La question du masque, pour l'instant, hélas, j'ai entendu le discours du Premier ministre, on en importe 80 millions. Est-ce qu'on a des réponses précises? Moi, je trouve, est-ce qu'on a des réponses précises sur les masques? Mais c'est pas ça, c'est qu'on voudrait voir les boîtes. On voudrait voir les tonnes. Ça va arriver, mais... Franchement, on est en avril, quoi. Mais bon, voilà, je veux pas polémiquer. On est en avril, ça fait 4 mois. L'alerte, c'était le 30 décembre. Voilà, les masques, ils sont toujours pas là. En tout cas, ils sont toujours pas là pour équiper tout le monde et que les gens aient une forme de tranquillité quand ils vont déconfiner. Les traitements, où en est-on de la fameuse étude européenne Discovery? Vous y participez, je sais. Oui, on a ouvert très tardivement, mais on y participe. Vous y participez. Mais on participe à plusieurs études en même temps, parce qu'il y a plusieurs études. Il y a 2 grosses études. Les traitements. La Discovery, 5 traitements, qui sont... 5 ça en est. Vous avez déjà des indications sur les traitements ou pas? On n'a pas de résultats encore, comme vous l'avez entendu à la conférence de presse du Premier ministre. On n'a pas encore les résultats. Ça va venir dans les jours qui viennent. Et il y a cette approche donc de Discovery qui mélange à la fois des médicaments contre le virus et des médicaments du système immunitaire. Et puis en Ile-de-France, on a un gros essai qui s'appelle Corps Immuno, qui est un essai sur l'approche purement immunitaire. Donc là, Mais quelles indications? Vous avez déjà des indications? Pour l'instant, sincèrement, non. Rien. Ni dans un sens, puisque ni dans un sens ni dans l'autre. Ces essais sont très proactifs, c'est-à-dire que s'il y a un bras de traitement qui marche pas, hop, on l'arrête et on le remplace par un autre, ou on change par un autre, et etc. Ça va venir là dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent, mais pour l'instant, j'ai pas encore de données. Pour l'instant, vous n'avez pas de données. Bien, on attend avec impatience. Mais on attend avec impatience. Je pense qu'il faudra être très prudent sur les interprétations. C'est pas le dernier essai qui a raison. Et puis, je pense que c'est une maladie qui a plusieurs facettes, immunologiques, virales, et probablement aussi qui atteint plusieurs organes. Donc il faudra être assez prudent sur l'interprétation des chiffres. Est-ce que certains s'inquiètent aussi, se disent, mais cette maladie, ce coronavirus, ce virus pourrait rejoindre le virus de la grippe à l'automne prochain ou l'hiver prochain? Pourrait se mélanger au virus de la grippe? Oui, ça c'est l'hypothèse des combinaisons. Des combinaisons de virus. Je crois que ça repose sur pas grand-chose. Bon. Non, ça repose sur pas grand-chose, alors qu'effectivement les virus grippaux, eux, se mélangent entre eux. Oui, se mélangent entre eux. Mais par contre, effectivement, on a oublié de le dire, mais on a eu une grippe extrêmement paisible, entre guillemets, même s'il y a eu des décès. Cet hiver. Donc effectivement, la conjonction d'une épidémie comme ça, avec une épidémie sévère de grippe, alors là, effectivement, on est dans un scénario encore plus compliqué. Et catastrophique. D'où le petit réflexe, mais j'espère... J'ai vu un sondage hallucinant, mais je n'ai pas retrouvé la trace avant de venir vous voir. On a demandé aux Français, vous retrouverez ça, vos journalistes, vous retrouveront ça, on a demandé aux Français s'il existait un vaccin contre le coronavirus, combien accepteraient? Je crois que le chiffre, c'est en dessous de 60%. Donc, je pense que les Français ont du mal à changer d'opinion. Et que là, il faut leur rappeler que pour la grippe, l'année prochaine, on espère qu'il y aura une couverture vaccinale très élevée pour qu'on puisse déjà éliminer cette problématique. Et si le coronavirus revient à un niveau important, qu'on puisse gérer ça. C'est très intéressant ce sondage. Je vais effectivement chercher ça. S'il y avait un vaccin contre cette épidémie, ce coronavirus, 60% des Français diraient oui, et 40% ne se feraient pas vacciner. Ça doit être ça, je crois même que c'est 57%. Mais toujours cette opposition à vérifier forte, le chiffre. Toujours cette forte opposition au vaccin. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Il faudrait une GoPro embarquée
embarquer dans les réanimations. Bien sûr, on ne peut pas sur le plan éthique et du secret médical, mais il faudrait une GoPro embarquée sur une infirmière et montrer ce que c'est une réanimation de coronavirus. C'est hallucinant, c'est une réanimation lourde avec des malades qui restent 25, 26 jours ventilés sur le ventre. Je le redis, c'est pas du tout une maladie je voulais vous poser une dernière question sur bénigne. L'étude sur le cluster de Haute-Savoie. Vous savez, les contamines de Montjoie, montrant qu'un enfant qui a été contaminé aux contamines de Montjoie a rencontré ensuite 172 personnes, dont 113 enfants et professeurs, et il n'a contaminé personne. Alors c'est vrai que étude internationale. Il y en a quelques-uns qui sont passés à ce micro et qui vont expliquer qu'il fallait avoir de l'humilité parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Et dans la liste des choses qu'on ne sait pas, il y a effectivement la qualité de la réponse immunitaire chez tout le monde. Combien de temps elle va durer? Comment est-ce qu'elle protège? On ne le sait pas. Et c'est dans ce doute-là que le déconfinement va se faire. Et la question des enfants qui sont probablement transmetteurs, mais on n'a pas la preuve de est-ce qu'ils transmettent peu ou pas du tout ou un peu. Et cette réponse-là cette question-là est une question importante parce que elle va expliquer un peu comment les enfants étaient quand même très globalement protégés et comment peut-être ils vont participer ou pas à la circulation du virus dans la deuxième phase. Et la réussite de notre lutte contre le virus. Bien sûr. Bien sûr. Merci Gilles Pialou. On se retrouve dans 15 jours, juste après le déconfinement, tiens. Mais oui, on va se retrouver régulièrement, tous les 15 jours. Merci Gilles Pialou, merci d'être venu nous voir sur RMC et BFM TV, 8h54.